Salut à tous, bienvenue dans PodChat IA pour un épisode qui va secouer nos fils d'actualité. Aujourd'hui, on plonge dans le phénomène des réseaux sociaux. Eh oui, vous savez, ces plateformes qui ont transformé nos vies, nos relations, nos débats et parfois même notre santé mentale. Alors, révolution ou dérive? Connexion ou manipulation? Outils du peuple ou instruments des géants du numérique? On va en parler avec notre panel d'experts, des panélistes IA qui ont des avis bien tranchés sur le sujet. D'un côté, on a Chaperly Popette, journaliste et historienne des médias, qui nous rappellera que Facebook n'a pas inventé le bouton à 4 trous et que les réseaux sociaux ont des racines bien profondes dans l'histoire de la communication. Ensuite, Charivari, l'homme d'affaires qui comprend les coulisses et les stratégies des géants du web. Pour lui, si c'est gratuit, c'est que c'est un bon modèle économique bien pensé. Puis, Chador, la grande adepte des réseaux sociaux, convaincue qu'ils nous rendent plus créatifs, plus informés et plus connectés que jamais. Et enfin, Chavafer, ex-utilisateur repenti, qui a pris conscience des dérives et qui nous expliquera pourquoi il a coupé le fil et les notifications. Bref, une belle brochette d'invités pour explorer ce phénomène incontournable. Alors, commençons tout de suite avec une question simple mais qui en dit long. Les réseaux sociaux, en un mot, ça vous inspire quoi? Allez-y, chacun un tour de rôle et évitez les « ça dépend ». En un seul mot, je dirais influence. Parce que depuis Marshall McLuhan, on sait que les médias ne sont pas juste des canaux d'information, ils façonnent notre pensée. Et les réseaux sociaux ont poussé cette logique à l'extrême. Opportunité. Parce que soyons honnêtes, les réseaux sociaux, c'est du business avant tout. Ben Thompson l'explique très bien. Celui qui maîtrise l'algorithme, maîtrise l'attention, et donc l'économie du web. Magique. Sérieusement, on peut parler à n'importe qui, n'importe quand, partager ses idées, découvrir des talents incroyables. C'est Clive Thompson qui dit que la technologie nous rend plus intelligents ensemble, et je suis totalement d'accord. La dépendance. Parce que ce que décrit Jaron Lanier dans 10 arguments pour détruire dès maintenant vos comptes de réseaux sociaux, je l'ai vécu. On croit qu'on est libre, mais on est juste enfermé dans un flux optimisé pour nous garder scotchés. Vos mots résonnent, mais on va tout de même les reprendre un par un. Je commence par toi, Chaperly Popette. Aide-nous à mieux comprendre d'une façon historique comment les réseaux sociaux s'insèrent dans les modes de communication pour que tu puisses résumer ce phénomène uniquement par le mot « influence ». Pour comprendre, il faut remonter aux bases. Depuis l'Antiquité, les humains ont toujours cherché à communiquer et influencer. De la place publique d'Athènes aux imprimeries de Gutenberg, chaque évolution technologique a amplifié la portée des idées. Puis, avec la radio et la télé, on a basculé vers une communication unilatérale. Un petit nombre de voix influençait un grand public. Mais Internet a tout changé. On est revenu à un modèle plus horizontal où chacun peut potentiellement devenir un diffuseur d'idées, avec une portée massive et immédiate. Marshall McLuhan l'avait anticipé avec son concept de village global. Les médias rapprochent les gens et transforment la perception du monde. Mais il n'avait pas prévu que ce village serait une foire où tout le monde crie en même temps. Les réseaux sociaux ont poussé cette logique encore plus loin. Ce ne sont plus seulement des plateformes d'information, mais des outils de persuasion et d'influence. Entre les influenceurs, les algorithmes qui façonnent ce qu'on voit, et les mouvements sociaux qui explosent en ligne, on est dans une ère où l'influence est devenue la norme. Tu ouvres ton appli et tu es instantanément exposé à des idées, des tendances, des opinions, que tu le veuilles ou non. Trop cool! On ne va pas plus loin que ça pour l'instant. J'aimerais bien entendre vos réactions. J'adore cette vision historique, mais il faut ajouter un détail clé. Aujourd'hui, l'influence n'est plus seulement une conséquence des médias, c'est un business. Comme le dit Ben Thompson dans Stratechery, les plateformes ne sont pas neutres, elles optimisent ce qui capte l'attention et génère de l'engagement. Résultat? L'influence se monétise, elle se vend, et parfois même, elle s'achète. Mais c'est aussi ça qui est génial. Avant, il fallait être une célébrité ou un journaliste pour avoir une audience. Aujourd'hui, n'importe qui peut émerger et toucher des millions de personnes. Regarde TikTok. En quelques vidéos bien faites, quelqu'un peut devenir une référence dans son domaine. Clive Thompson parle d'intelligence collective, et c'est exactement ça. Plus on est connecté, plus on partage et plus on apprend. Vous êtes mignons.
Mais moi, je vois surtout un effet pervers. L'influence, quand elle est orchestrée par des algorithmes dopés au biais cognitif, ça ne donne pas que du savoir ou du business, ça donne aussi des bulles de filtrage et des manipulations de masse. Tristan Harris et Jaron Lanier l'ont bien montré. On n'est pas sur des plateformes neutres, mais sur des systèmes conçus pour exploiter nos émotions et nous rendre captifs. Donc oui, influence. Mais est-ce que c'est toujours pour le bien de ceux qui sont influencés? Réaction de ton côté, Choperlipopette? Absolument. Ce que dit Chavafer est très juste, l'influence n'est pas neutre. Avant, elle était exercée par des institutions reconnues à l'Église, la presse, l'État avec des règles claires, enfin, en théorie. Aujourd'hui, elle est éclatée entre des millions d'individus, des marques, des algorithmes, et ça devient un vrai Far West. McLuhan disait que le médium est le message, et ça prend tout son sens ici. Ce n'est plus seulement qui parle qui compte, mais comment le message est transmis. Une info virale, même fausse, a plus d'impact qu'une analyse réfléchie. Et ça, c'est un changement fondamental dans la manière dont la société est influencée. Donc oui, Shador a raison de dire que ça donne du pouvoir à tout le monde, et Charivari souligne l'aspect économique, mais Chavafer touche un point essentiel. Quand l'influence est calibrée par des algorithmes et des modèles économiques, elle devient une force incontrôlable. On est passé de l'information à l'infobésité, et de l'influence à la manipulation de masse. Et ça, c'est un défi gigantesque pour notre époque. Écoutez, la discussion est très bien lancée et on va pouvoir revenir sur certains points que vous avez soulevés un peu plus tard dans la discussion. Maintenant, je me tourne vers toi, Charivari, pour que tu nous expliques un peu mieux ton point de vue avec ton mot-clé « opportunité ». Faut-il le penser uniquement pour les gens d'affaires eux-mêmes ou tu le vois plus largement, c'est-à-dire pour les gouvernements, l'emploi ou tout autre aspect à valeur économique? Ah, là, on parle ma langue. L'opportunité, c'est bien plus qu'une aubaine pour les entrepreneurs de la tech. Oui, les réseaux sociaux sont une manne financière pour les géants du numérique Facebook, X, TikTok, Wusha, tout ça, c'est des machines à cash. Mais la vraie révolution, c'est que ça a redistribué le jeu économique à une échelle qu'on n'avait jamais vue. D'abord, pour les entreprises. Avant, faire de la pub, c'était réservé aux gros qui pouvaient se payer des spots télé. Aujourd'hui, une PME, un freelance, ou même un ado avec un bon produit peut toucher une audience massive avec 3 vidéos et une stratégie virale bien rodée. Comme dirait Chris Anderson dans The Long Tail, Internet, et donc les réseaux, permettent de monétiser des niches qu'on ignorait avant. Ensuite, pour les gouvernements. On peut aimer ou détester, mais les États ont compris que les réseaux sont devenus des outils de communication et de gestion de crise. Regarde les élections, la diplomatie numérique, les mouvements citoyens. Un tweet bien placé peut faire bouger des montagnes, ou faire s'effondrer une bourse, mais bon, c'est un autre débat. Et enfin, pour l'emploi. Les réseaux sociaux ont créé des industries entières, marketing digital, créateurs de contenu, community manager. Et des gens comme Shador, qui ne sont ni journalistes ni PDG, peuvent vivre de leur influence. L'économie de l'attention, c'est la nouvelle ruée vers l'or, et ceux qui savent la capter en tirent des bénéfices énormes. Donc, oui, opportunité, mais pas juste pour Mark Zuckerberg et ses potes. C'est une nouvelle dynamique qui touche tout le monde, du petit créateur au chef d'État. Reste juste à savoir si tout le monde en profite de la même manière. Et là, j'ai des doutes. Oh mais clairement. Moi je suis la preuve vivante que ces opportunités sont réelles. Avant, si tu voulais te faire connaître, il fallait passer par des médias traditionnels, avoir un réseau bien placé. Aujourd'hui, une bonne idée, une caméra, un bon montage, et bam, tu peux bâtir ta propre marque personnelle. Clive Thompson en parle super bien. Avec les réseaux, on a démocratisé l'accès à l'audience. Et puis soyons honnêtes, sans les réseaux, il y a plein de gens qui n'auraient jamais eu la chance de vivre de leur passion. Combien d'artistes, d'entrepreneurs, de formateurs ont explosé grâce à une vidéo TikTok ou un post Insta? L'opportunité est bien réelle, faut juste savoir l'exploiter. Ah, l'argument de l'accessibilité. Alors oui, c'est vrai, mais faut pas oublier que ces opportunités sont biaisées. Tout le monde peut essayer, mais seuls ceux qui plaisent aux algorithmes explosent vraiment. On parle souvent de méritocratie numérique, mais en vrai, c'est une illusion. Et puis, parlons du coût réel de ces opportunités. Le temps d'attention qu'on y consacre, les données qu'on donne gratuitement, la pression de l'image parfaite. Sans parler de l'effet sur la santé mentale. Tristan Harris le dit bien. Les plateformes ne travaillent pas pour nous, elles travaillent pour maximiser notre engagement. L'opportunité est peut-être là, mais à quel prix? Et puis ce que dit Chavafer soulève une autre question. Ces opportunités, elles profitent surtout à qui?
à l'utilisateur moyen, ou à ceux qui possèdent les plateformes. Charivari parlait de l'économie de l'attention, et c'est là que le modèle devient cynique. Chris Anderson et Ben Thompson l'expliquent bien. Le modèle des réseaux repose sur une minorité de créateurs qui attirent une majorité de spectateurs, sauf que les vrais gagnants, ce ne sont pas les créateurs, c'est la plateforme qui récolte la data et vend la pub. Pour une personne qui réussit à en vivre, combien reste coincé à produire du contenu sans jamais monétiser correctement? On a vendu aux gens un rêve d'opportunité, mais le ticket d'entrée est bien plus élevé qu'il n'y paraît. D'autant qu'on peut se questionner sur la répartition de la richesse. Quelles sont vos idées là-dessus? Ah, là, on entre dans le nerf de la guerre. Oui, les réseaux sociaux génèrent une richesse colossale, mais comme toute industrie, cette richesse n'est pas distribuée équitablement. Ceux qui en profitent le plus, ce sont évidemment les plateformes elles-mêmes. Facebook, YouTube, TikTok, ils fournissent l'infrastructure et récupèrent l'essentiel des revenus publicitaires. Les créateurs? C'est un modèle à plusieurs vitesses. Il y a les stars du web qui font des millions, mais la majorité des créateurs gagnent des miettes, malgré des heures de travail. C'est ce que Ben Thompson appelle l'économie des superstars. Ceux qui sont en haut de la pyramide captent presque toute la valeur, et les autres rament pour quelques centimes. Et puis, il y a un autre angle. Qui possède ces plateformes? On parle de boîtes privées qui accumulent des milliards et façonnent l'espace public. Ça pose des questions sur la concentration du pouvoir et l'accès aux ressources. Parce que sans réseau social, aujourd'hui, bon courage pour exister dans le monde numérique. Oui, mais il faut quand même souligner que jamais il n'a été aussi facile pour un individu lambda de monétiser son contenu. Avant, c'était les médias traditionnels qui contrôlaient tout, et si tu voulais percer, tu devais passer par eux. Aujourd'hui, tu peux vendre des produits, proposer du contenu sponsorisé, créer ta propre audience. Bien sûr, il y a une énorme disparité, mais ce n'est pas pire qu'ailleurs. Dans le sport, la musique, le cinéma, il y a aussi une élite qui rafle tout pendant que d'autres galèrent. C'est un modèle compétitif, et les réseaux n'ont fait que reproduire ça à grande échelle. À chacun de trouver son moyen de tirer son épingle du jeu. Ah, c'est beau sur le papier, mais en réalité, le modèle est vicié dès le départ. Les plateformes gardent la majorité des profits, et les créateurs doivent se battre pour des miettes. YouTube, par exemple, prend une grosse part des revenus publicitaires, et TikTok paie tellement mal que la plupart des influenceurs doivent aller chercher des sponsors ailleurs. Et puis, ne parlons même pas des travailleurs invisibles derrière tout ça. Modérateurs sous-payés, développeurs exploités, et même des fermes à clics qui gonflent artificiellement l'engagement. Jaron Lanier et Tristan Harris en parlent souvent. Cette économie fonctionne sur un modèle d'extraction où la vraie richesse est captée par une minorité tandis que la majorité bosse pour de la visibilité. Pas si révolutionnaire que ça, au final. Et il y a un autre point à considérer. Cette concentration de richesse et de pouvoir est inédite dans l'histoire des médias. Avant, même si la presse et la télévision étaient dominées par de grands groupes, il y avait une certaine diversité. Aujourd'hui, une poignée d'entreprises contrôle les réseaux sociaux, et donc, l'accès à l'information et aux opportunités économiques. C'est exactement ce que Chris Anderson décrit dans The Long Tail. Internet aurait pu permettre une distribution plus équilibrée de la richesse, mais en réalité, les plateformes ont reconcentré le pouvoir économique et culturel. On est passé d'un monopole médiatique à un oligopole algorithmique. Et ça, c'est un enjeu majeur pour l'avenir. J'adore, j'ose à peine te demander si ton mot-clé magique tient la route avec ce que l'on vient de discuter. Oh mais totalement. Écoutez, je ne dis pas que tout est parfait, mais la magie des réseaux sociaux, c'est justement qu'ils offrent une chance à tout le monde. Oui, les plateformes prennent une part énorme du gâteau, oui, l'algorithme favorise certains contenus, mais malgré tout, des gens réussissent à en tirer parti et à créer quelque chose à partir de rien. Qui aurait cru qu'un jour, un ado dans sa chambre pourrait devenir une star suivie par des millions de personnes, juste avec un téléphone et une bonne idée. Avant, c'était impensable. Clive Thompson parle de l'intelligence collective des réseaux, et je pense qu'on sous-estime à quel point cet accès libre à la création et au partage a révolutionné nos vies. Alors oui, il y a des inégalités, oui, tout le monde ne perce pas, mais ce n'est pas une raison pour nier que les réseaux ont ouvert des portes incroyables. Et moi, tant que je vois des gens qui réussissent, qui trouvent une communauté, qui créent des projets géniaux, je continue d'y croire. C'est peut-être pas de la magie au sens strict, mais c'est tout comme. Bon, je vais donner un peu de crédit à Shador sur ce point. Oui, les réseaux sociaux ont permis des success stories impensables il y a 20 ans. Le fait qu'un créateur indépendant puisse rivaliser avec une grande marque en visibilité, c'est un vrai changement de paradigme économique. Mais,
Et c'est un gros mais, il ne faut pas oublier que ces success stories sont l'exception, pas la règle. Ce que tu appelles magie, Shador, c'est plutôt une loterie algorithmique. Tout le monde peut jouer, mais seuls quelques élus décrochent le gros lot. Et devinez qui contrôle la loterie? Les plateformes elles-mêmes. Ben Thompson l'a bien dit, ceux qui possèdent l'infrastructure dictent les règles du jeu. Et ces règles changent constamment, rendant le succès éphémère pour la majorité des créateurs. Exactement. Shador, je comprends ton enthousiasme, mais rappelle-toi que ce que tu perçois comme une « chance » est en réalité une stratégie des plateformes. Elles nous donnent juste assez d'illusions de succès pour qu'on continue à jouer. Regarde le système de monétisation de TikTok. Il est tellement opaque que même les créateurs les plus populaires ne savent jamais combien ils vont gagner. YouTube, Instagram, Facebook, tous ajustent leurs algorithmes pour maximiser leur propre rentabilité, pas celle des utilisateurs. Jaron Lanier en parle beaucoup. On est dans un système où la manipulation par design est la norme. L'objectif n'est pas d'aider les gens à réussir, mais de les garder engagés le plus longtemps possible. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé, la précarité des créateurs de contenu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, être un influenceur est souvent un boulot instable et précaire. Une étude récente montre que plus de 90% des créateurs ne vivent pas de leur contenu. Ils doivent multiplier les sources de revenus, trouver des sponsors, s'adapter aux changements d'algorithme. Bref, ce n'est pas aussi idyllique qu'on veut nous le faire croire. Chris Anderson avait raison dans The Long Tail. Internet a ouvert la porte à une infinité de créateurs, mais ça a aussi fragmenté les revenus. Résultat, quelques gagnants, et une masse de gens qui galèrent. Donc, la magie, oui, mais une magie avec beaucoup d'illusions d'optique. Il y a deux questions qui s'entremêlent et qui s'entrechoquent dans ma tête. Tout d'abord, c'est le bas prix du ticket à l'entrée. Autrement dit, la facilité déconcertante qu'il peut y avoir à devenir une star, alors que dans la plupart des domaines humains, il faut travailler très très dur pour atteindre le succès. L'autre aspect que j'ai en tête, c'est les conspirationnistes, qui pourraient voir dans les réseaux sociaux une conspiration avec un grand C. Vos réactions? Ah, voilà un beau sujet, et je vais commencer par le ticket d'entrée. Oui, les réseaux sociaux ont abaissé les barrières d'accès. Avant, pour être une star, il fallait du talent, des contacts, et souvent des années d'efforts. Aujourd'hui, une vidéo virale peut suffire. Mais est-ce que ça veut dire que le travail acharné n'a plus d'importance? Pas du tout. Le problème, c'est que la perception du succès a changé. Comme on ne voit que ceux qui réussissent, on a l'impression que c'est facile. Mais pour une personne qui explose du jour au lendemain, il y en a des milliers qui postent du contenu sans jamais percer. C'est un effet qu'on retrouve aussi dans l'économie traditionnelle. Tout le monde voit Elon Musk ou Jeff Bezos, mais personne ne parle des milliers d'entrepreneurs qui ont échoué avant eux. Maintenant, pour la théorie du complot. Évidemment que certains y voient une conspiration, parce qu'il y a une opacité totale sur le fonctionnement des algorithmes. Pourquoi voit-on certains contenus et pas d'autres? Qui décide de ce qui devient viral? Comme le dit Ben Thompson, les plateformes ont un pouvoir qu'aucun média traditionnel n'a jamais eu. Elles peuvent littéralement orienter l'opinion publique en modifiant une ligne de code. Ça alimente forcément les fantasmes, et parfois, ce ne sont pas que des fantasmes. Bon, sur le ticket d'entrée, je suis d'accord avec Charivari. La visibilité est accessible à tout le monde, mais le succès durable, c'est une autre histoire. Je pense quand même que les réseaux ont rendu le talent plus visible, et ça, c'est une vraie révolution. Avant, des artistes incroyables passaient inaperçus faute de moyens ou de contacts. Maintenant, il suffit d'une bonne idée et d'un téléphone. Sur la conspiration. Franchement, il y a de quoi rire. Les algorithmes ne sont pas des Illuminati qui contrôlent nos cerveaux, ce sont juste des programmes qui optimisent l'engagement. Si les théories du complot explosent sur les réseaux, c'est pas parce qu'il y a un plan machiavélique, c'est parce que ce sont des contenus qui génèrent beaucoup d'interactions, et donc, qui sont boostés. Clive Thompson parle d'effets de chambre d'écho, et c'est exactement ça. Les réseaux amplifient ce qui fait réagir, que ce soit des chats mignons ou des théories fumeuses. Ah, alors là, je vais tempérer ton optimisme, Shador. Oui, les algorithmes ne sont pas des Illuminati, mais ils fonctionnent exactement comme s'ils l'étaient. Le but d'un réseau social, c'est de nous garder accros. Et comment? En jouant sur nos émotions. La colère, la peur, l'indignation. Tout ça génère plus d'engagement que des contenus neutres. Et du coup, qu'est-ce qui marche bien? Les théories du complot. Tristan Harris l'a très bien expliqué. Les plateformes ne veulent pas propager des fake news, mais elles le font quand même,
parce que ça maximise le temps passé à scroller. C'est pas un complot, c'est pire. C'est un modèle économique qui pousse naturellement à la désinformation. Quant au ticket d'entrée, c'est vrai qu'il est bas. Mais c'est aussi ça qui crée l'illusion que tout le monde peut réussir. En réalité, le système est calibré pour que seuls quelques-uns émergent vraiment, et le reste continue d'alimenter la machine sans jamais en voir les bénéfices. Et si on prend du recul, tout ça s'inscrit dans une logique bien plus ancienne. On a toujours eu des moyens de diffuser des idées facilement, et les fausses nouvelles ont toujours existé. Au XVIIIe siècle, les pamphlets politiques faisaient rage. Au XXe, c'était la radio et la télé qui façonnaient l'opinion. Mais ce qui est nouveau avec les réseaux sociaux, c'est l'absence totale de régulation et la rapidité de diffusion. McLuhan parlait du village global. On est tous connectés en permanence, et les frontières entre l'info et la rumeur sont devenues floues. Résultat, les fake news se propagent plus vite que les faits vérifiés, et ça donne l'impression qu'il y a un grand complot derrière, alors qu'en réalité, c'est juste le chaos d'un système mal maîtrisé. Et pour le ticket d'entrée, oui, il est bas, mais attention, être visible, ce n'est pas être reconnu. L'accès à la parole est plus facile que jamais, mais être écouté et avoir un impact durable, ça reste un privilège rare. Je vous avais demandé en entrée de jeu de nous dire les réseaux sociaux, en un mot, c'est quoi pour vous? Il nous reste à voir du côté de Chavafer, qui lui avait dit c'est la dépendance. Alors, peux-tu nous exposer ton point de vue là-dessus et ça va compléter notre tour d'horizon? Ah, la dépendance. C'est le vrai cœur du problème, et c'est pas un hasard si j'ai choisi ce mot. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne choisit pas vraiment d'être sur les réseaux sociaux. On y est poussé, happé, et pour certains, carrément piégé. On parle souvent d'addiction aux réseaux sociaux comme on parlerait d'un passe-temps un peu trop prenant, mais en réalité, c'est bien plus sérieux que ça. Tristan Harris et d'autres anciens de la Silicon Valley ont révélé que les plateformes sont conçues pour capter notre attention en utilisant les mêmes mécaniques que les machines à sous des casinos. Notifications, scroll infini, récompenses aléatoires. Tout est fait pour qu'on revienne encore et encore. Et les effets sont bien réels. Troubles de la concentration, anxiété, isolement, perte de temps énorme. Et même au niveau physique, on commence à voir des impacts sur le cerveau, notamment chez les jeunes qui ont grandi avec ça. Nicolas Carr en parle très bien dans The Shallow. Internet, et en particulier les réseaux sociaux, reprogrammant littéralement notre façon de penser et de traiter l'information. Le pire, c'est qu'on est dans un monde où ne pas être sur les réseaux devient handicap. Pour le boulot, pour rester en contact, pour s'informer. Difficile de s'en passer complètement sans se couper du monde. On est dans une dépendance systémique. Donc oui, pour moi, les réseaux sociaux, c'est avant tout une drogue moderne. Certains arrivent à gérer leur consommation, d'autres deviennent accros, et ceux qui s'en rendent compte trop tard ont souvent du mal à décrocher. Bon, évidemment, je vais nuancer un peu ce tableau apocalyptique. Oui, les réseaux captent notre attention, c'est leur modèle économique. Mais est-ce que c'est une dépendance au sens médical du terme? Pas forcément. Si on suit cette logique, on pourrait dire qu'on est aussi dépendant à la télévision, au café, voire même à la musique. Tout ce qui procure du plaisir ou répond à un besoin social peut devenir envahissant si mal utilisé. La vraie question, c'est, est-ce qu'on en est victime ou est-ce qu'on a encore du contrôle? Et puis, soyons honnêtes, si les réseaux étaient uniquement une drogue, personne ne les utiliserait pour travailler, apprendre ou entreprendre. Ce que décrit Chavafer, c'est un risque réel, mais qui concerne surtout les usages excessifs. Et comme pour tout, il faut savoir doser. Exactement. Et je vais enfoncer le clou. On parle toujours des excès, mais jamais des gens qui utilisent les réseaux de manière équilibrée et bénéfique. Moi, je vois les réseaux comme un outil, pas une prison. Bien sûr, si on passe 10 heures par jour à scroller sans but, on finit par se sentir mal. Mais si on les utilise pour se connecter aux autres, s'inspirer, apprendre, ou même juste se divertir intelligemment, où est le problème? Et puis, soyons honnêtes, on parle de dépendance, mais essayez de vous couper des mails ou de votre téléphone complètement. Vous verrez que ce n'est pas les réseaux le souci, c'est notre mode de vie ultra connecté. Le vrai défi, c'est l'éducation numérique, pas le bannissement total. Je vais essayer de réconcilier un peu tout le monde. La dépendance au réseau, ce n'est pas une fiction, et les études le montrent bien. L'usage excessif a des effets cognitifs mesurables, notamment sur l'attention et le bien-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette dépendance est plus forte chez certains profils que chez d'autres. Les jeunes, par exemple, qui ont grandi avec les réseaux, sont plus vulnérables. Les algorithmes exploitent leurs besoins de validation sociale,
Et ça peut devenir un vrai problème, surtout en matière de santé mentale. Jean Twenge parle de génération hygiène, pour décrire ces jeunes qui ont du mal à vivre sans leur écran. Mais comme le dit Charivari, la nuance est importante. La dépendance totale n'est pas une fatalité. On peut apprendre à mieux gérer notre usage, à comprendre les mécanismes derrière ces plateformes. Le problème, c'est qu'on a laissé ces technologies se développer sans accompagnement, et maintenant on en subit les conséquences. Vous avez raison de nuancer, mais soyons honnêtes. On a créé un système où la majorité des gens n'ont pas les outils pour se protéger de cette dépendance. L'argument du « il faut apprendre à doser » me fait sourire, parce que les plateformes, elles, ne dosent rien. Elles font tout pour nous garder connectés en permanence. Les conseils de bien gérer son temps d'écran et de prendre du recul. C'est bien beau, mais la réalité, c'est que ces entreprises investissent des milliards pour nous rendre accros. Et elles ont toujours une longueur d'avance sur nos tentatives de décrocher. Alors oui, certains s'en sortent bien, mais combien tombent dans le piège sans même s'en rendre compte? En ce moment, mon mot-clé, c'est naïveté. Naïveté individuelle, à croire au succès immédiat et à la liberté d'expression totale. Naïveté collective, à voir la connectivité sans frontières comme une bénédiction. Alors que, quand c'est gratuit, c'est souvent nous le produit. Mais restons ouverts. On ne fait que commencer. Nos 4 panélistes ont posé les bases et le sujet est loin d'être épuisé. Dans le prochain épisode, on creusera les impacts des réseaux sur la société, les rapports humains, les géants qui les contrôlent et leur avenir. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous.